Et je dirais en islandais, tak. That's the only Icelandic word I know, I guess. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'importance des langues dans le dialogue interculturel, je voudrais faire 3 remarques préliminaires. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir bien voulu m'associer et, à travers moi, d'associer l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à votre conférence. J'aimerais tout particulièrement remercier également Madame Ólafsdóttir, qui, au cours d'une réunion de la Commission de la Culture de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, m'a demandé si je voulais bien venir ici à Graz pour votre conférence. Donc, merci beaucoup. Deuxième remarque préliminaire, je me suis demandé quelle langue employer pour mon intervention. En tant que luxembourgeoise, et ça vient d'être mentionné, le Luxembourg est un pays multilingue et plurilingue. Quelle langue employer pour cette conférence? En tant que luxembourgeoise, je maîtrise avec plus ou moins de bonheur l'anglais, l'allemand et le français. Mais je me suis dit que le Luxembourg fait partie de la francophonie et le français est une des langues officielles de Luxembourg. Je vais me servir de la langue de Molière. Mais je vais également quand même, pour certains passages, parler ou bien l'anglais ou bien l'allemand. Et je m'en excuse d'emblée auprès des interprètes. De toute façon, je ne pourrai pas me prononcer dans ma langue maternelle qui est le luxembourgeois. Et comme ici, il y a beaucoup de spécialistes en la matière, je voudrais ouvrir une parenthèse et vous parler justement du luxembourgeois. À Luxembourg, nous avons une langue de 84 concernant les langues et l'article 1er dit que la langue nationale de tous les luxembourgeois est le luxembourgeois. Mais cette loi n'est pas écrite en luxembourgeois. On ne dit pas « Spruch, Nationalspruch von alle Lützeburger als Lützeburgisch », mais c'est écrit en français, car l'article 2 dit que la langue de l'administration et de la juridiction, elle est français. Et troisième article, que nous avons également l'allemand comme langue. Et si un des requérants s'adresse à une administration dans l'une des 3 langues, l'administration doit, dans la mesure du possible, répondre dans cette langue. Donc, c'est pour vous caractériser un peu la situation au Luxembourg. Et pour les linguistes parmi vous, j'aimerais donner une définition du luxembourgeois, mais je la donnerai en allemand. Die luxemburgische Sprache ist eine moselfränkische Mundart des Westmitteldeutschen. Fin de citation. Dernière observation préliminaire, je voudrais vous exprimer mon appréhension de devoir affronter un parterre d'experts linguistiques et d'être la seule à cette tribune à ne pas être spécialiste en la matière. Dear participants, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, mon exposé, je vais le faire en 4 parties. Premièrement, je vais parler du multiculturel et des langues dans le cadre du Conseil de l'Europe plus particulièrement. Mon deuxième chapitre sera consacré à la manipulation des langues, ou je dirais l'instrumentalisation des langues pour des raisons de pouvoir et de pouvoir politique. Mon troisième chapitre traitera du multilinguisme et de la dominance d'une langue. Et en 4e lieu, j'essayerai de tirer quelques conclusions. Donc, premièrement, l'approche européenne. En 1968, l'Assemblée parlementaire a adopté une recommandation relative à la promotion de l'enseignement des langues vivantes en Europe. Considérant que l'enseignement des langues vivantes est un facteur déterminant de la compréhension et du rapprochement des peuples européens, et considérant qu'aucune coopération n'est concevable, notamment en matière de culture, d'enseignement, de sciences et de technologie, sans un effort sérieux
visant à faciliter la communication, tant écrite qu'orale, en développant et en améliorant l'enseignement des langues vivantes. Les parlementaires du Conseil de l'Europe soutiennent le multilinguisme depuis plus de 40 ans. En tant que ministre luxembourgeoise de l'Éducation, de la formation professionnelle et des sports entre 1999 et 2004, et je suis heureuse de saluer dans l'audience une de mes anciennes conseillères, Gabi Kunsch, qui est là. Elle pourra vous dire davantage sur la langue luxembourgeoise. Donc j'étais également membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, avec une petite interruption, à partir de 1993. Et donc j'ai suivi de près, et j'ai fait partie des travaux du Conseil de l'Europe, aussi bien dans le secteur de la culture que de l'éducation, car j'ai eu la chance de présider pendant 2 ans la commission de la culture de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En guise d'entrée en matière, je voudrais me référer à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'interdiction de discrimination. Et cet article 14, je crois que si vous ne l'avez pas, procurez-vous le livre sur la Convention des droits de l'homme. Cet article 14, justement, dit qu'il ne faut aucune discrimination en ce qui concerne la race, la religion, l'ethnie ou les langues. Et je voudrais également me référer à l'article 2 de la Convention culturelle européenne de 1954. Et Madame Ólafsdóttir y a déjà fait référence. Mais j'aimerais vous citer l'article 2 de cette convention culturelle. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible, donc à l'époque on était déjà très prudent en formulant des conventions, encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres parties contractantes et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études et s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres parties contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire. Les responsables politiques de l'après-guerre avaient donc beaucoup de courage et de clairvoyance en fixant ce cadre. Or, plus de 60 ans plus tard, nous devons malheureusement constater que si nous avons progressé dans certains domaines, nous avons régressé dans bien d'autres, jusqu'au refus aujourd'hui d'accepter le multiculturalisme. Dans son livre blanc sur le dialogue interculturel de 2008, et je crois que dans la documentation que nous avons reçue, vous avez une copie de ce livre blanc, le Conseil de l'Europe stipule, et je cite, « Le dialogue interculturel est défini comme un échange d'idées respectueux et ouvert entre les individus et les groupes au patrimoine et expériences ethniques, culturelles, religieux et linguistiques différents. » Suite à mon rapport sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, l'Assemblée parlementaire a souligné que le modèle est par définition, le modèle européen est par définition multiculturel et qu'il faudrait prendre en considération les différences résultant d'un vécu historique diversifié. Néanmoins, les valeurs communes telles que le respect mutuel, la protection des droits fondamentaux, la démocratie, la tolérance, l'acceptation des différences comme fait normal et la vision d'un futur commun doivent encore être renforcées. La culture ne se réduit pas simplement à l'appartenance à une communauté linguistique ou ethnique. Elle est une entité multidimensionnelle en évolution constante. Dans les débats politiques en Europe, on parle souvent de l'émancipation culturelle, de l'intégration dans une société, parfois d'assimilation,
de l'émergence d'une culture commune et de l'uniformisation culturelle. En juin dernier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation dans le cadre du débat de vivre ensemble qui a déjà été mentionné ici. Et je cite, « L'Europe est multiculturelle et les peuples européens ont prouvé qu'ils étaient capables de vivre ensemble dans la diversité et de construire ensemble leur avenir commun. Si le multiculturalisme connaît des difficultés croissantes au niveau national dans différents pays européens, l'Assemblée reste fermement convaincue que l'assimilation n'est pas une alternative. La réponse à ces difficultés est une approche interculturelle impliquant une interaction active de groupes culturellement différents au sein de la société afin de développer le meilleur modèle du vivre ensemble. Il convient de promouvoir le renforcement de valeurs et d'une identité européenne commune de manière à ne pas éliminer les différentes cultures des groupes spécifiques, mais en préservant et en intégrant leurs spécificités au sein du cadre européen commun. Ce processus peut être mis en péril par une politique de plus en plus populiste, xénophobe et identitaire, assortie de discours à visée courte et purement électoraliste. En conséquence de quoi, l'Assemblée en appelle aux États membres pour élaborer des politiques empêchant ce type de pratiques négatives. Fin de citation. Et c'est un rapport qui nous donne à réfléchir quand on voit ce qui se passe chaque jour, quand on suit vraiment ce qui se passe, ce repli sur soi-même, cette tendance à la nationalisation des politiques dans une Europe qui ne peut être unie, car ce n'est qu'en nous unissant que nous allons surmonter nos difficultés. D'après Todorov, le dialogue interculturel implique une double condition: reconnaître l'altérité des autres et se donner un cadre commun dans lequel on peut discuter. According to the model of intercultural sensitivity by Milton J. Bennett, one can distinguish several progressive stages of human reaction to intercultural exposure. Coming from a denial of difference, which is characterized by ignorance of other cultures, people tend to defend their own culture or minimize the differences of other cultures when exposed to such cultures. Intercultural dialogue can only function where cultural difference is at least accepted. With more intercultural exposure, individuals may adapt to cultural differences, which means they can behave in a variety of culturally appropriate ways and communicate across cultural boundaries. Finally, individuals may be able to integrate cultural differences in their own worldviews as well as in their own culture. This most advanced stage might be similar to the notion of world citizen or cosmopolitan human being, which was already developed by the ancient Greek philosophers Diogenes and Heracles the Stoic. Im Sinne von Herakles sind wir alle Individuen, Familienmitglieder, Teil einer Gruppe und Gemeinschaft, Bürger eines Staates, Europäer und Menschen. Die Kultur des Einzelnen ist somit durch konzentrische Kreise bestimmt, deren Mittelpunkt die Basis oder der kulturelle Kern einer Zivilisation ist. In diesen Mittelpunkt stellt der Europarat die Werte Menschenwürde, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Nur wenn diese Werte Teil unserer Kultur sind, können sie wirklich existieren und nicht nur in Gesetzbüchern stehen. Un rôle essentiel revient à l'éducation, et ici tout le monde en est conscient, qui doit transmettre cette éducation, qui doit transmettre des compétences interculturelles qui favorisent le partage des valeurs communes, la connaissance des autres cultures ainsi que de leur langue au singulier ou au pluriel. Les compétences interculturelles
sont indispensables à la compréhension des sociétés de plus en plus diverses et donnent à tout un chacun la possibilité d'être une partie intégrante d'une telle société. Le livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l'Europe, que je viens déjà de citer, reconnaît qu'il existe énormément d'obstacles au dialogue interculturel. Certains sont dus à la difficulté de communiquer en plusieurs langues. Voilà pourquoi l'objectif est l'apprentissage de 2 langues en plus de la langue maternelle. Et l'Union européenne vient à lancer, voici plus de 10 ans, un vaste programme de langue maternelle +2. Et je suis contente de voir la coopération active entre l'Union européenne d'une part et d'autre part le Conseil de l'Europe, justement dans le domaine des langues. Et dans ce cadre, je voudrais également mentionner les propositions des intellectuels pour le dialogue interculturel qui, dans une publication faite en 2008 sur demande de la Commission européenne, propose pour chaque citoyen l'apprentissage d'une langue personnelle adoptive. Et si vous êtes intéressé, vous, en tant que spécialiste, je vous recommande vraiment de lire ces propositions sur une langue personnelle adoptive. L'objectif est donc clair, il est impératif que tous les pays fassent de l'apprentissage des langues une priorité absolue. Malheureusement, force est de constater que dans certains pays, les déclarations d'intention dépassent de loin la mise en œuvre pratique. Et ce constat m'amène à mon deuxième point, celui de l'instrumentalisation des langues à des fins de pouvoir politique. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas m'avancer à interpréter la Bible ou ce passage sur la tour de Babel de la Bible, mais je voulais juste citer ce passage pour montrer que la langue, en fait, était depuis toujours un instrument de pouvoir et d'utilisation du pouvoir. Et à cet égard, je voudrais faire un autre rappel, par exemple l'ordonnance de 1539, où François Ier a imposé l'usage du français dans l'administration au lieu du latin. Et ceci, en fait, a été une étape clé dans l'unification du Royaume de France. Anna Gutu, docteur ès lettres, professeur et premier vice-recteur de l'Université libre internationale de Moldavie et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, parle dans son recueil Confusio Identitarum de coercition de la langue. Elle prend pour exemple l'Union soviétique et la coercition de la langue russe. Et j'aimerais citer Madame Gutu. La coercition du russe s'est manifestée dans son statut de langue de communication dans une fédération de 15 républiques au sein de laquelle le russe est devenu la langue officielle de l'Union sans que ce principe n'ait jamais été reconnu dans la Constitution soviétique. Le russe est devenu la langue d'un empire de 285 millions de personnes, comprenant quelques 130 langues nationales. Durant 70 ans, la langue russe a exporté dans les 15 républiques attitudes et comportements, idéologies et réactions. Cette exportation coercitive de la langue et avec elle de l'idéologie continue jusqu'à aujourd'hui de maintenir ce brouillage impressionnant des essences identitaires. Fin de citation. Pendant la période soviétique, par exemple, les différentes langues n'étaient pas interdites. Le roumain, qui, comme nous le savons, est une langue romane,
n'était pas interdite, mais pour écrire le roumain, il fallait se servir de l'alphabet cyrillique. Donc on voit jusqu'où peut aller vraiment la volonté politique d'instrumentaliser une langue pour transmettre des valeurs idéologiques. Un autre exemple de l'imposition d'une langue à des fins politiques est la germanisation par l'occupant nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Au Grand-Duché de Luxembourg, une ordonnance linguistique du 4 août 1940 bannit l'usage du français, oral et écrit. Même les formules de politesse en luxembourgeois qu'on a repris des Français. Nous, on dit bonjour, on dit pas merci, on dit merci. Voilà la différence. On dit également pardon. Ces formules de politesse ont été interdites par l'occupant nazi. Les noms des rues ont dû être changés. Par exemple, l'avenue de la Liberté est devenue la Adolf-Hitler-Straße. Les raisons sociales des magasins ont dû être changées et même les prénoms ont dû être changés. Mon père s'appelait André, son nom a été changé en Andreas. Ma mère s'appelait Jeanne, son nom a dû être changé en Johanna. C'est-à-dire, par la langue, on a essayé d'enlever l'identité. Un cordon ombilical, on a essayé de le couper de la culture des racines. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Hitler voulait préparer par cette mesure l'annexion du Luxembourg. Je voudrais éviter ici tout malentendu et ne pas faire l'amalgame des différents exemples que je viens de citer, loin de là. Mais il y a d'autres exemples où on utilise vraiment les langues comme instrument politique, comme par exemple en Turquie, où pendant des décennies, jusqu'à relativement récemment, le kurde était interdit. Ou par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, où en Alsace, les petits Alsaciens n'avaient pas le droit, dans la cour de récréation, de parler entre eux leur langue, c'est-à-dire l'alsacien, parce qu'il était trop proche de l'allemand. Ces exemples, parmi tant d'autres, démontrent clairement qu'il faut quand même continuer à protéger et à promouvoir les langues, et surtout les langues minoritaires ou régionales, comme base des identités culturelles les plus diverses. Et dans ce cadre, je voudrais évoquer quelques résolutions et recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, comme celle sur la place de la langue maternelle dans l'enseignement scolaire. Et on vient d'en parler tout à l'heure. La recommandation promouvoir l'enseignement des littératures européennes ou encore la résolution sur les langues minoritaires. We must also be aware of the fact that some languages are endangered. In its resolution on strengthening measures to protect and revive highly endangered languages, the Assembly recalls that each language mirrors a unique historical, social, cultural and ecological knowledge, as well as an inimitable human experience and view of the world. Hence, the Assembly is seriously concerned by the negative trends observed in language diversity and vitality. Only new impetus and increased effort, both at European and national levels, may lead to a reversal of these trends and to a revitalization of highly endangered languages. Immediate action is required in this field. This is essential not only because the right to use one's own language is an inalienable right and must be protected effectively, but also because linguistic standardization is a threat to the cultural identity of Europe, which is and must remain multifaceted. And I would like to repeat the last sentence. Linguistic standardization is a threat to the cultural identity of Europe, which is and must remain multifaceted. Et ce n'est rien que pour ça que cet institut est tellement important. Et ceci m'amène à mon troisième chapitre, celui de l'usage d'une langue comme langue dominante.
Et n'étant pas spécialiste, il ne s'agit certainement pas d'une approche scientifique, mais ceci se base uniquement sur des observations que j'ai pu faire. Les langues du Conseil de l'Europe sont, comme vous le savez, l'anglais et le français. Et s'y ajoutent comme langue de travail l'allemand, le russe et l'italien. Ceci a certainement un avantage par rapport à l'Union européenne où on se sert de 23 langues différentes. L'avantage existe dans le côté pratique et également du côté financier, ce qui n'est pas négligeable. Mais d'avoir recours uniquement à 2 langues officielles a quand même un désavantage pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer dans leur langue maternelle. Et ça avantage les locuteurs natifs. Et quand moi je regarde à l'Assemblée parlementaire, ceux qui peuvent s'exprimer dans leur langue maternelle ont quand même beaucoup d'avantages sur les autres. Ils peuvent réagir plus spontanément que les autres. Il arrive fréquemment que j'éprouve des difficultés à comprendre ceux des collègues qui utilisent une autre langue que leur langue maternelle, et la plupart du cas, c'est de l'anglais. Et c'est quand même de l'anglais parfois très, très approximatif. Alors, comme j'ai des difficultés à les suivre, je prends les écouteurs et j'essaie de prendre une traduction dans une des langues que je comprends. Et un jour, j'ai posé la question aux interprètes pour leur dire « Mais comment vous faites pour comprendre ce que les intervenants disent dans une langue très approximative, de le comprendre et de le traduire ensuite ?» Alors ils m'ont répondu « Mais madame, nous ne traduisons pas, nous sommes des interprètes. » Donc merci beaucoup aux interprètes. Mais ceci m'amène quand même à une question qu'il faut se poser, si ces langues soi-disant dominantes ne sont pas en train, et surtout l'anglais, ne sont pas en train de s'appauvrir, de se réduire à juste un instrument de communication, ce qui n'est quand même pas, je crois, acceptable. Et c'est dénaturer une langue. Ou est-ce qu'une langue simplifiée commune, comme par exemple le Globish, pourrait être la réponse? Une des définitions données au Globish dit que c'est du correct English without English culture. Je dois vous dire que ceci me choque. Car peut-on séparer la langue de la culture ou la culture de la langue? Peut-on réduire une langue à un simple instrument de communication? Je crois que dans cette enceinte, nous savons tous quelle peut être la réponse comme nous, car une réponse affirmative à ces questions pourrait vraiment comporter des dangers pour notre richesse culturelle, multiculturelle et multilinguistique. Ceci m'amène, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, aux conclusions. Ces conclusions sont loin d'être exhaustives, c'est vrai. Mais je crois qu'il ressort de ce que je viens de dire qu'il est plus que jamais impératif de renforcer l'apprentissage de langue, non seulement comme outil de communication, mais également comme outil d'accès à d'autres cultures, permettant ainsi de développer une ouverture d'esprit indispensable dans des sociétés multiculturelles. Je suis d'avis qu'une coopération renforcée avec l'Union européenne, qui se réalise, mais elle devrait être réalisée d'autant plus que l'article 167.3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit cette coopération avec les organisations internationales et surtout le Conseil de l'Europe dans les domaines de la culture. Retrouvons ce qui nous unit, savourons ce qui nous distingue, évitons ce qui nous sépare. Cette citation de Boutros Ghali devrait servir de leitmotiv dans toute démarche pour renforcer le dialogue interculturel. Par ses programmes successifs, le Centre européen des langues vivantes contribue à créer les bases indispensables afin de développer les conditions nécessaires pour permettre à tous les citoyens de s'enrichir de la diversité sociale et culturelle grâce à un langagier approprié. We all know that this can only be achieved if teachers,
besides their own language skills, are able to understand and appreciate the cultural differences of their students. This means that intercultural competence and sensitivity are necessary requirements for teaching languages successfully today. I know that the participants attending this conference have the necessary background and the indispensable motivation. It will be then your task to convince your colleagues at home. Together, which means experts and politicians, we have to unite our efforts in order to help all teachers to have this necessary background. Finally, I would like to assure you that the Parliamentary Assembly will continue to follow and support your most valuable work. In closing, I have to thank the interpreters who are aware of the value of appropriate language training. Thank you very much. Merci beaucoup. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Et en luxembourgeois, op Lützeburgisch, vielmals merci.